Samedi 13 janvier 2021, bienvenue à cette nouvelle édition des Échos de l'Afrique. D'abord, la République centrafricaine, le gouvernement annonce avoir repris le contrôle de la ville de Beloko, qui était jusqu'à présent aux mains de la coalition rebelle, la CPC. Selon les autorités, cette ville frontière avec le Cameroun est désormais sous le contrôle des forces armées centrafricaines et le allié russe et rwandais. Les mêmes sources ont indiqué que la reprise de Beloko va permettre la réouverture de cet axe vital pour le ravitaillement de la capitale centrafricaine. La quasi-totalité des marchandises importées par la Centrafrique arrive par la route depuis le Cameroun. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 1600 camions sont actuellement bloqués à la frontière avec le Cameroun, dont 500 d'aides humanitaires. Cette route est fermée depuis environ 2 mois, la coalition armée concentrant ses efforts pour bloquer cet axe afin d'asphyxier Bangui. Mais la CPC a annoncé mercredi accepter de se retirer temporairement du corridor et de laisser passer l'aide humanitaire. Ceci en marge des recommandations du sommet en Angola afin de faciliter les discussions. Au Sénégal, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, pourrait bientôt ne plus être protégé par son statut de député. Le bureau de l'Assemblée nationale a voté jeudi pour la poursuite de la procédure de levée de son immunité parlementaire. L'opposant politique accusé de viol avec menace à travers une arme par Adji Sarr, une masseuse de 20 ans, employée dans un salon de massage à Dakar, avait refusé lundi de se rendre à la gendarmerie pour répondre à une convocation invoquant son immunité parlementaire. Le gouvernement a donc enclenché la procédure pour la levée de cette dernière. Une réunion est prévue lundi 15 février pour créer la commission ad hoc de 11 membres qui sera chargée de statuer sur la levée ou non de cette immunité. La commission devra d'abord auditionner Ousmane Sonko avant qu'une décision ne soit prise par vote en assemblée plénière. Une lourde procédure qui pourrait encore prendre plusieurs jours. L'opposant politique de 46 ans qui a reçu plusieurs soutiens refute en bloc les accusations qui pèsent contre lui et les qualifie de machination politique pour l'éloigner de la course présidentielle de 2024. Au Rwanda, le procès de l'opposant Paul Rusesabagina doit s'ouvrir le 17 février prochain pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Quelques jours seulement avant le début de cette procédure judiciaire, les députés européens demandent une enquête internationale, indépendante, transparente sur son transfert et son arrestation. Pour les eurodéputés, l'opposant rwandais a été kidnappé dans des circonstances floues. Il rappelle que l'extradition d'un suspect impose une procédure d'extradition supervisée de façon indépendante. Les eurodéputés exigent la tenue d'un procès équitable, indépendant et impartial. Le Parlement européen s'inquiète de l'état de santé du défenseur des droits de l'homme qui souffre des troubles cardiovasculaires. Paul Rusesabagina est incarcéré depuis août dernier. Il est visé par 13 chefs d'accusation, tous liés à des faits de terrorisme. La Cour a rejeté en appel sa demande de libération sous caution, estimant qu'il pourrait fuir le pays s'il était relâché. La compagnie nationale namibienne en proie à des difficultés financières récurrentes a annoncé la suspension de ses activités à compter de jeudi 11 février. Avant l'annonce attendue de son placement en liquidation, le gouvernement namibien a régulièrement renfloué la compagnie ces dernières années. Selon des sources concordantes, un accord pour la liquidation de la compagnie a été trouvé entre les représentants d'Air Namibia et de la compagnie belge Challenge Air SA, à qui la compagnie namibienne devait rembourser une dette de 330 millions de rands namibiens, soit 22,1 millions de dollars dans le cadre d'un accord de décembre 2019. Le conseil d'administration de la compagnie qui emploie plus de 600 personnes a démissionné le 3 février. Air Namibia est victime depuis des années des sérieux trous d'air financiers qui ont été aggravés par la fermeture des frontières aériennes consécutives à la pandémie de Covid-19. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa encourage la population à soutenir les efforts de son gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Lors de son discours à la nation jeudi soir, le chef de l'État a évoqué les points forts de la campagne de vaccination, notamment le recours au vaccin Johnson & Johnson
qui serait plus efficace contre le variant présent dans le pays. L'Afrique du Sud a interrompu cette semaine l'utilisation du vaccin Oxford AstraZeneca pour commencer à inoculer les travailleurs de la santé après qu'il se soit avéré peu efficace pour prévenir les cas légers à modérés de la maladie causée par le variant dominant dans ce pays. Ainsi, une dose du vaccin Johnson & Johnson sera administrée au personnel en première ligne pour lancer une campagne de vaccination visant 67% de sa population de 60 millions d'habitants cette année. Le président sud-africain ne s'est toutefois pas prononcé sur le sort de son million de doses de vaccin AstraZeneca. Et puis, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, a promis le soutien de ses forces au processus de paix dans le pays lors d'un entretien avec le nouveau chef du conseil présidentiel Mohamed Al-Menfi. Dans le cadre d'un processus parrainé par l'ONU, le Forum de dialogue politique libyen a élu le 5 février près de Genève Menfi et 2 vice-présidents ainsi qu'un premier ministre Abdelhamid Deba. La nouvelle équipe doit former un gouvernement, préparer des élections nationales prévues en décembre et mettre fin à une décennie de violence, d'instabilité politique et de division. C'est que la Libye est en proie au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. 2 autorités s'y disputent le pouvoir sur fond d'ingérence étrangère. Dans l'Ouest, le gouvernement d'union nationale, GNA, à Tripoli, reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et une autorité incarnée par Khalifa Haftar, soutenue notamment par la Russie. Après l'échec d'une offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019 pour conquérir Tripoli, les 2 camps ont conclu un cessez-le-feu. En octobre est retrouvé le chemin du dialogue. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de DBS Télévision.